Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler à nouveau d'une nouveauté française sortie cette semaine puisque après Dali, je me suis intéressé à La Bête qui s'annonçait être particulier aussi en mode science-fiction, dramatique, romantique, réalisé par Bertrand Bonello et ce n'est que le deuxième long métrage que je vois du monsieur. Non, pas Saint-Laurent, l'autre, je sais que c'est le plus mainstream et le plus cité, mais j'ai rattrapé il y a quelques jours Coma, son précédent, qui m'a pas mal résisté. Mais peut-être que le visionnage de La Bête m'a remis en perspective certaines choses. J'y reviendrai ou pas, en fait. Au casting, nous avons dans les rôles principaux Léa Seydoux, qui n'arrête plus. Elle est partout depuis quelques années. Et à ses côtés, George Mackay, qui est britannique, on a pu le voir dans 1917. Malheureusement, ici, il remplace au pied levé le regretté Gaspard Ulliel, qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans déjà, et qui était prévu à la base pour ce rôle. Citons aussi la présence de Gustagi Malanda, que vous avez pu voir dans le très bon Saint-Omer. Voilà. Et là, elle joue à une poupée du futur. Et puis il y a également Julia Faure, qui était dans Coma. Alors l'histoire ici, techniquement dans la temporalité principale, se déroule en 2044, il me semble, donc dans le futur, où l'intelligence artificielle a pris le dessus et sauvé l'humanité après une catastrophe. Bon, c'est très vague, hein, mais cette IA a également enlevé tous les problèmes des humains, y compris leurs émotions, qui pouvaient créer des problèmes. Donc ils ne sentent pas forcément grand-chose et ils s'ennuient. Mais il y en a une qui résiste, oui, le personnage joué par Léa Seydoux qui s'appelle Gabrielle, mais bon, elle va quand même être amenée à peut-être faire une sorte de purification d'ADN dans une machine, là, un peu à la Cronenberg, mais bon, pour avoir un poste, une vie normale dans cette société, mais elle hésite parce qu'elle veut ressentir des choses, elle veut aimer. Et en allant dans cette machine, elle va avoir des flashs de ses vies préalables, parce qu'on part du principe ici, visiblement, que dans l'ADN s'inscrit nos précédentes vies. Après, on a eu des réincarnations. Ok, c'est intéressant, hein, ce côté un peu spirituel, mystique, lié à la science-fiction, c'est assez rare. Et donc, on va voir 2 de ces existences précédentes, et on va se balader entre celle-ci et le futur, qui est la temporalité principale, donc, à travers 2h30 de film. C'est chargé, quand même. Il y a un moment donc, qui se déroule en 1910, à Paris, donc film d'époque, on va dire, et un autre plus contemporain, 2014, en Californie, je crois, hein, près d'Hollywood. Rien à voir, vous allez me dire, sur le papier, mais à chaque fois, elle va rencontrer le même homme, enfin, une sorte d'âme sœur potentielle, hein, avec ses réincarnations, un certain Louis. Et le problème, c'est que cet amour ne peut pas visiblement se faire, parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais cette connexion est bloquée. Peut-être par une peur intérieure, peur d'aimer, ou aussi peut-être par la conformité de diverses sociétés de toute façon, parce que si ce futur semble un petit peu déshumanisé, il y a quand même des éléments avant qui laissaient paraître cela aussi. Ça, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette bête? Cette bête, peut-être que c'est cet amour qui ne peut pas sortir, parce que trop humain et trop violent. Donc on le garde en soi et on a cette peur qui la conserve. Et en plus, Gabrielle a des prémonitions, des mauvais pressentiments, évidemment, qui sont liés peut-être à ce qu'elle va ressentir, ou alors par écho de cet avenir, parce que je pense que le film joue pas mal sur la synchronicité, hein, sur les liens entre les époques, comme cela, le destin, évidemment aussi, et l'amour. C'est un film vraiment complexe sur le papier. Et pourtant, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que organiquement, je suis rentré dedans. C'est pas facile. Parce que passer d'un truc à l'autre, t'as l'impression qu'il y a 3 films en un, fatalement, c'est sûr. Mais tu vois la ligne directrice. Il faut quand même, voilà, bien insister, parce que, bon, sur le papier, tu peux très vite lâcher prise, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce que Bertrand Bonello réussit là où il a raté dans le Coma pour moi, même si les 2 films n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir avec les nouvelles technologies, cette peur de l'évolution de l'humanité, etc. Parce que Coma, ça se passait pendant le confinement, il se passait plein de trucs dans les rêves. Là aussi, il y a une histoire de rêve, hein, quand même. Là, on voit quand même les obsessions du monsieur qui sent que ça pourrait mal aller pour l'humain, mais pas forcément. Si jamais on laisse nos sentiments vivre, peut-être qu'on s'en sortira. C'est amusant parce qu'il sort de 3 films qui étaient plutôt pour l'adolescence et qui essayaient donc d'avoir une forme d'optimisme avec cette fille, sa fille d'ailleurs, Anna, qui était toujours celle qui allait recevoir le message de ces films, parce que voilà, il l'a vu grandir et tout. Là, maintenant, elle travaille avec lui, Anna, parce qu'elle a co-composé la musique, et ce film existe en mode, maintenant, c'est à l'humanité de recevoir le message, peut-être.
Et il faut savoir aussi, alors ça c'est intéressant parce que je connais bien cet auteur, Henry James, mais je n'ai pas lu la nouvelle ou le roman court dont le film est librement adapté, savoir La Bête dans la jungle. Mais je crois que c'est surtout sur l'amour qu'on ne peut pas vivre, que c'est une adaptation. Après le reste, la SF, c'était pas dans Henry James, ça m'étonnerait en tout cas. Donc ouais, c'est bien, c'est même très bien. C'est un pur moment d'émotion et de cinéma quand même. Parce que oui, il y a du 7e art à mort, là, il s'en sert beaucoup de l'aspect visuel et du temps. Voilà, l'aspect temporel du cinéma, c'est un peu ça aussi qui fait que cet art est à part. Et là, vraiment, il joue là-dessus, pas que en passant d'une époque à l'autre ou en faisant des échos, même des fois dans une époque, on voit des trucs qui reviennent, et notamment là, dans ce passage en 2014. Et il y a une forme de cohérence qui se fait quand même arriver au bout, même si peut-être il peut y avoir parfois des petits trous dans la raquette, mais ça, ce n'est parce que je n'ai eu qu'un visionnage dessus et que je suis encore à chaud. Je pense qu'à pas mal de trucs en discutant dessus ou en réfléchissant, ça va bien ressortir. Et je trouve qu'on a une œuvre SF très rare en France. Là. Il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque part un petit peu, si vous voulez, de Holy Motors de Léos Carax dans une forme d'ambiance. Il y a aussi, alors ça c'est surtout sur la première partie en 1910, une atmosphère à la Marienbad de Alain Resnais, surtout avec cet amour un peu impalpable là. En plus il y a une réception, il y a même un plan extérieur, peut-être qu'il y a une référence, je ne sais pas, mais il y a ça. Donc il y a vraiment l'idée que la SF française ici vit ou revit un petit peu avec Bonello et ce film. Même si la SF française peut bien se porter, mais moins dans ce côté artistique, esthétique, peut-être. Là il y a vraiment l'aspect esthétique, émotionnel, organique, en plus de la SF. On l'avait dans Holy Motors et Marienbad, qui sont deux films très différents en soi d'ailleurs, mais bon. Hein. Là voilà, on est un peu entre les deux. Donc j'ai bien aimé ça, et aussi une autre touche qui m'a beaucoup touché, alors touché peut-être pas, mais marqué en tout cas, c'est que toute cette, on va dire, péripétie globale qui se déroule en 2014 aux États-Unis, là on est vraiment, selon moi, dans du Lynch. Est-ce que Bonello aime le cinéma de Lynch? Je ne serais pas étonné. Il y a des moments, tu vas penser à Mulholland Drive, en plus tu as Léa Seydoux qui a presque la coupe du personnage de Naomi Watts, presque. Alors c'est pas la même époque, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même une fille qui vient de France, là, elle pour le coup, pour vivre son métier d'actrice, mais avant elle doit faire mannequin et un peu faire des pubs là avec le fond vert, d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus, c'est intéressant. Réflexion aussi sur l'art cinématographique actuel, où tout est faux, tout est factice, et l'humanité aussi. Je vais revenir sur ce point d'ailleurs, tiens, faut pas que j'oublie. Mais ouais, David Lynch, entre Mulholland Drive et Inland Empire aussi pour la décadence à un moment, oui, là, clairement. Et du coup, j'ai vraiment aimé. En plus, je vais revoir Inland Empire bientôt, là je suis en plein dedans, enfin, avec cette envie, donc ça va être cool. Et alors, ouais, le film est très malin sur les échos, les symboles et tout. Alors, il y a le pigeon, la musique, évidemment, les moments dans des clubs ou des réceptions, notamment dans le futur où, pour s'amuser, les gens vont s'oublier dans des soirées typées 1970, 1960, 1980. Il y a du Fade to Grey de Visage, par exemple. Ouais, il y a du Alamo aussi, je crois. Et aussi, en 2014, avec cette musique de Roy Orbison, et tiens, en plus... Roy Orbison, j'y pense maintenant, David Lynch, ah ouais, quand même, je pense qu'il y a même un bon clin d'œil là, le morceau Evergreen qui fait penser à cet amour qui dure tout le temps, mais là on a un amour qui dure tout le temps mais qui ne s'impose jamais en fait, et c'est terrible. Ce qui se passe dans l'axe 2014 est violent, en plus aspect caméra de surveillance, tout cela, là on revient dans le coma de Bonello pour le coup, c'est flippant, il y a un moment d'angoisse profonde, j'en dis pas plus. On est presque dans du huis clos thriller, home invasion. Waouh, ouais, il y a beaucoup de style dans le film quand même. Hein. Film d'époque, mélodrame, SF futur, thriller un peu bizarre à la Lynch. Voilà, mais ça fait quand même cohérence. Et puis au final, le message final sur l'humanité, il est là. Ok, dans le futur, intelligence artificielle, plus d'émotions, il y en a une qui résiste, super. Ok, on va voir après, est-ce qu'elle a réussi à cela ou pas. Mais même avant, il y avait des traces de cette déshumanisation. Ne serait-ce que dans les 1910, hein, le côté corset, tout ça. Elle est mariée à un homme qu'elle croit aimer, mais non, mais en fait, il la manipule indirectement. En plus, il fait des poupées, il a fait une poupée à son effigie. C'est assez clair. D'ailleurs, écho avec l'avenir où on a des poupées intelligence artificielle humaine. Il y a ça, et puis même dans ce monde de 2014, enfermé dans cette possibilité ou pas de vivre ce rêve d'actrice, mais non. Et en plus, ce personnage de Louis qui va vraiment pas bien sur cette temporalité, j'en dis pas plus, mais c'est très flippant. Donc de toute façon, voilà, il y avait déjà des présages de cette déshumanisation, des présages de cette catastrophe qui va visiblement mettre l'intelligence artificielle en avant plus tard, et avec par exemple cette peur qu'il y a la montée des eaux de la Seine en 1910, ou la peur du Big One, parce qu'il y a un tremblement de terre vite fait, hein, en Californie en 2014. Voilà, les peurs humaines, elles sont là, les peurs, pressentiments de catastrophe et tout, et au final, le message est n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas d'aimer et de vivre à fond vos émotions dès que vous le pouvez, tant que vous le
pouvez. Je pense que c'est ça que Bonello a voulu dire à travers ce film très riche et très cinématographique, où Léa Seydoux et Georges Mackay forment un très bon duo, il faut l'avouer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, hein, beaucoup de choses, des interprétations si vous voulez. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout du générique final avec le téléphone à sortir prêt à dégainer parce qu'il y a un scan, il y a un QR code à scanner, pardon. Bon, c'est générique, il y a une scène en plus qui va pas apporter grand chose, mais pourquoi pas. Bref, à vous la parole, on en discute et je vous dis à la prochaine, ciao.